Rebonjour dans ce magnifique cadre du Centre Georges Pompidou, avec un nouveau débat, une nouvelle plénière, une nouvelle table ronde. Enfin, à un moment, on va pouvoir échanger avec quelqu'un qui nous a toujours accompagnés, qui nous a toujours fait confiance, qui est Roy Amit, qui a, avec Stéphane Millière, qui était présent tout à l'heure, été un des premiers à accepter le jeu du décryptage, à accepter le partage aussi des coulisses. Évidemment, c'est une démarche professionnelle, mais c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui a été toujours un innovateur et qui répond toujours oui quand on lui propose quelque chose de nouveau. Et c'est assez remarquable, je tenais à le signaler parce que ça fait un certain temps qu'on se connaît et tu as toujours été quelqu'un à la pointe en train de créer, d'inventer. Je trouvais que c'était très important avec toi de réfléchir sur ce qu'on peut appeler les nouvelles chaînes de création de valeur. C'est-à-dire qu'on a entendu dans les différents débats que l'immersif a un problème économique avec la culture, il n'y a pas de modèle économique. On voit bien qu'on doit sortir du laboratoire. On voit aussi qu'on voit arriver des très grandes entreprises, notamment américaines, qui sont en train de construire derrière cette notion de métaverse un nouveau cyberespace, quelque part qui risque d'être un peu privatisé, ou en tout cas qui aura un modèle économique. Mark Zuckerberg n'a pas envie de faire du métaverse pour faire de la philosophie, on le sait bien. On voit aussi arriver les grandes sociétés comme TikTok ou Snapchat qui ont déjà embrassé avec le téléphone des modèles économiques très puissants liés à la publicité. Et on sent que le domaine culturel doit aussi trouver ses propres locomotives, créer vraiment une filière. Et c'est pour ça que je trouve que cette histoire de Grand Palais immersif est extrêmement emblématique. Maud Franca en a parlé hier. C'est une association, c'est un engagement de l'État, de la Réunion des musées nationaux, et puis d'une société qui s'appelle Vinci, qui s'associe pour créer une nouvelle forme d'exploitation du Grand Palais. Donc c'est extrêmement, je crois, important. Ça peut devenir peut-être un modèle. Important pour la structure du capital, important parce que c'est une société qui va gagner de l'argent, et pour tout l'effet d'entraînement que ça va avoir sur l'ensemble de cette filière, parce que ça veut dire des expositions régulières, du travail pour les créateurs, pour les sociétés de production. Et donc, la valeur culturelle, évidemment, mais aussi la réflexion entrepreneuriale. On sera rejoint par d'autres acteurs au fur et à mesure, mais je pense qu'au démarrage, c'est important que tu situes un peu le cadre, celui de la Réunion des musées nationaux, et puis aussi le Grand Palais immersif, pour moi, locomotive de l'immersif en France. Merci Alexandre, merci pour l'invitation et pour cette occasion justement donc, de partage ensemble de cette je dirais, démarche entrepreneuriale qui s'est faite dans des cadres finalement très structurés. Donc peut-être deux mots, enfin je vais pas parler beaucoup avec des slides, simplement dire que les Grands Palais immersifs, c'est un filiale donc, de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, qui était dédié à la production, l'exploitation et la distribution des expositions à forte contenant numérique. Je vais revenir à la fin sur la structuration juridique et SAS, mais comme tu le disais, c'est vraiment l'association capitalistique pour créer une société dédiée à ces missions, faite par la RMN Grand Palais, la Caisse des dépôts, Banque des territoires et Vinci Immobilier. Et on va revenir pour les raisons peut-être de cette association. La mission est vraiment, et là du coup, on vient à cette aventure par notre ADN, qui est l'exposition d'art et de patrimoine. C'est la mission de la RMN. C'est la mission, je dirais, de la RMN. Ça veut dire Réunion des musées nationaux, Grand Palais, RMN GP. Tout à fait. Et on arrive à cette aventure pour mener cette mission. Donc on n'invite pas une nouvelle mission dans ces sens-là, mais comment on continue servir les mêmes missions dans un monde qui évolue et qui change. Donc je voudrais partager trois idées cet après-midi. Et le premier, c'est vraiment autour de cette notion de création et de partage.
dès que la technologie l'a permis, donc en fait fin 2016, on a eu un premier élan d'expérimentation et on a fait une exposition immersive au Grand Palais au sujet des sites détruits par Daesh à l'époque, sites éternels. C'est vraiment, c'était même avant le proof of concept qui est Pompéi, mais c'était vraiment une démarche à la fois, je dirais, d'urgence pour en parler, à partir de nos missions. Éditoriale, exactement, mais aussi une vraie expérimentation sur la technologie. Hein. C'était la première fois, c'était avant l'Atelier des Lumières, avant que TeamLab a fait ses écrits. C'est vraiment une des premières occasions des vidéomappés sur des grandes échelles, des contenus patrimoniaux. On a fait ça en collaboration avec le musée du Louvre et Iconem, qui est un autre vraiment super boîte de la tech française dont on parlera tout à l'heure. Photogrammétrie des sites archéologiques et patrimoniaux. Et cette expérimentation, c'était vraiment une expérimentation qui a duré très peu de temps, 3 semaines entre fin 2016 et début 2017, a réuni plus de 60 000 personnes sur 3 semaines. Ça nous a permis donc d'expérimenter beaucoup de choses concernant la production et la technique, et ça nous donnait en fait l'envie d'aller plus loin, parce qu'on se disait il y a un vrai potentiel, il y a une maturité technologique qui fait qu'aujourd'hui on peut imaginer ce genre de choses avec des qualités qui nous satisfait, et on a pris le temps, parce que c'était donc début 2017, de structurer la démarche qui est aujourd'hui, c'est l'aventure Grand Palais Immersif, donc une filiale créée fin de l'année dernière, vraiment pour faire vivre ce nouveau type des expériences. Concrètement, ce sont des expos monumentales avec des écrans comme celui qu'on a ici, des écrans LED. C'est une volonté de changer d'échelle, de créer quelque chose de spectaculaire pour attirer du public. C'est parce que vous n'avez pas de collection vous-même ou... Alors, tout à fait, l'ARM Grand Palais n'est pas un musée, donc on n'a pas une collection. Hormis notre collection, ce qu'on appelle notre photothèque, dans la mesure où on est dépositeur de photos des collections des musées nationaux en D2 très haute définition, aujourd'hui aussi en 3D. Donc c'est une collection numérique déjà, qu'on a pu et qu'on peut exploiter. Mais c'était vraiment venir à cet élargissement de notre champ avec ce qui est notre propre de l'expérience. Ça veut dire la découvrabilité, l'expérience in situ des visiteurs qui viennent, qui explorent, qui découvrent une expérience sensible de l'art. Et ce qu'on veut avec ce que la technologie immersive nous permette, c'est de jouer sur une nouvelle grammaire de l'expérience qui combine cette notion d'immersion dont on parle. Sans device, la plupart du temps. Sans device, la plupart du temps. L'appareil. La narration, qui est vraiment porteur donc, des sens, pas que de l'émotion, et de l'interaction, qui favorise d'ailleurs l'assimilation et les rencontres avec le contenu. Et donc, dans ce sens-là, on a pu faire Pompéi. Donc, je ne vais pas en parler. C'est le même, ou presque, c'était le même film, je pense, que Stéphane a montré tout à l'heure. Oui. On pourrait les voir néanmoins. Je vais dire d'autres choses. Bien sûr. Ça nous a permis, au-delà de tous les aspects d'exploitation, des modèles économiques, des créations de chaînes de valeur avec un multiple partenaires, je vais y revenir, ça nous a permis de continuer à expérimenter cette nouvelle manière de créer un format qui est un format d'exposition, donc in situ, qui appelle à la déambulation, mais qui est accompagnée avec des points de vue. Il y a un point de vue des différentes hauteurs, je vais y revenir, et le public est exposé, c'est une vraie exposition, à cette nouvelle grammaire d'expérience
qui va de l'immersion impressionnante, on a vu l'éruption de Vésuve, à l'interaction avec donc, des tables tactiles, avec des ombres qui baladent dans cette rue de Pompéi et qui permet aux visiteurs de se voir donc, des figures humaines dans cette rue. Et de la narration, bien évidemment, porteuse. Et des effets spéciaux avec l'explosion. Exact, qui fait partie, je dirais, de clous d'émotion, mais aussi de la dramatisation de cette expérience. Pour nous, donc, un véritable à proof of concept, dans la mesure où, comme a été dit tout à l'heure, il y a une vraie possibilité de créer un écosystème avec donc 2 partenaires et d'autres Qui sont ces partenaires? Alors, donc, j'ai dans le programme, on en a parlé, le parc archéologique de Pompéi, et je vais revenir dans un instant pour parler tout un palette donc, de partenaires qui on se réunissent, je pense que ça c'est hyper important de mentionner, ensemble, d'imaginer, créer et produire. Donc, ça veut dire qu'on est dans un cadre qui permet de le faire, ce nouveau format. C'est-à-dire que vous prenez ensemble le risque. On prend ensemble les risques, enfin on les partage, et derrière on les fait bien évidemment de manière à la fois volontaire et raisonnée, mais il y a une vraie prise de risque. On discutait tout à l'heure, quand on fait une exposition, on ne sait jamais comment ça va être avant qu'on ouvre les portes, enfin je dirais 12 heures avant, parce que ce n'est pas comme un film qu'on peut produire. Après, on pourrait modifier, on pourrait le retoucher jusqu'au moment où il y a la PAD. Une exposition, il n'y a pas un PAD. Enfin, le PAD, il est 12 heures avant l'heure d'ouverture au public. Donc, c'est une vraie prise de risque à plusieurs niveaux. Il fait partie des défis et d'ailleurs des excitations de ce type de format. Ce que vous voyez ici à l'image, c'est un autre type d'expérimentation qu'on a fait, donc, qui est aussi un véritable champ de création. Je l'ai souligné, ça, qu'on a prêté avec Wim Wenders à une création spécifique pour un espace monumental qui était le nef du Grand Palais, par rapport à présenter d'ailleurs le cinéma comme art plastique dans un espace physique, ce qui est une autre manière de dire l'immersion. En fait, la RMNGP opère le Grand Palais. Donc, il y a un défi aussi, parce que là, le Grand Palais va être fermé pour travaux. Est-ce que c'est ça qui pousse l'organisation, enfin l'institution à se dire j'ai cette nouvelle idée là, immersive, de toute façon je suis fermé, est-ce que je n'ai pas intérêt à me projeter et puis à aller tout de suite dans le numérique? J'avais eu des discussions il y a longtemps avec Cluzel, qui était le président et qui réfléchissait déjà à ces formulations. Et il nous avait réunis, moi à l'époque j'étais chez Microsoft, pour essayer de réfléchir à ce que pouvait devenir un musée. Est-ce que vous n'êtes pas finalement en train de le faire en disant finalement un musée c'est un lieu, c'est un producteur, c'est un distributeur, et puis on le projette avec le numérique. Ce que disait tout à l'heure Stéphane, ton partenaire sur Pompéi, c'est que lui, il espère avoir d'autres lieux. C'est-à-dire que dans les années qui viennent, il va y avoir d'autres grands palais immersifs en France qui vont porter tes expositions? Absolument. La question de la fermeture des grands palais, je dirais, c'est un élément entre autres, bien évidemment, qu'on prend en compte. On prévoit dans le nouveau Grand Palais qui s'ouvrira après les Jeux Olympiques d'avoir des galeries dédiées, donc prééquipées avec une programmation donc continue de ce type de formats, en traitant de produire et de diffuser dans un ensemble des lieux, à la fois en France et international. Et je pense qu'on arrive au deuxième sujet, je pense, qui est vraiment au cœur de cette question de création donc des valeurs, c'est qu'on évolue dans des écosystèmes. Nous, on est un maillon dans cette chaîne, dans le sens où on souhaite et on fait partie de sa structuration, mais on ne fait que de travailler avec, je dirais, avec d'autres. Ça commence bien évidemment avec des auteurs, avec des commissaires, avec des gens qui sont porteurs donc, des subjectivités, des points de vue sur les sujets qu'on voudrait aborder, avec des métiers
que tu connais et qui ont été abordés donc, tout à l'heure, qui sont donc des réalisateurs, des scénographes, des architectes, des studios de création. Donc tout un ensemble de compositeurs, si je n'ai pas dit. Enfin, avec la musique. Super important. Si tu fais du sensoriel, il y aura des parfums. Exactement, avec des spécialistes de olfactifs. Donc, du coup, avec tout un ensemble donc, des métiers des créateurs et des auteurs des créations, avec des coproducteurs. On est rarement, voire presque jamais un seul producteur. D'ailleurs, là-dessus, comme vous disiez, on se structure comme une industrie. Dans ce sens-là, on s'est réunis. Comme un studio. Comme un studio, comme un studio de cinéma, enfin, d'autres moments où il faudra prendre des risques. C'est des risques qui sont assez importants parce qu'il y a l'investissement. C'est quel ordre C'est plusieurs millions d'euros, hein, une exposition. Et donc, du coup, il y a une vraie question de quel apport amène chaque producteur pour que ce soit en plus de synergies possibles et que ce soit vraiment un levier de création donc, des valeurs. Donc nous, on est rarement seul producteur, mais aussi on travaille bien évidemment avec des diffuseurs, avec des tourneurs et des partenaires techniques. Ce qui fait que ce nouveau format, c'est un format composite, hein, à la fois composite dans le sens de sa création, de sa vision même esthétique, mais bien évidemment dans la manière où il se met en place. L'exemple de Pompéi, je citais simplement quelques-uns des partenaires, et encore c'est vraiment que, je m'excuse pour tous pour les autres, mais il y a vraiment un travail en commun qui fait que... C'est un des mots-clés de tout ce qu'on a entendu depuis le début, de Dassault Systèmes jusqu'à toi, c'est il faut apprendre à collaborer dans ce monde. On ne peut réussir qu'en collaborant, on ne peut pas réussir contre, parce qu'on doit maîtriser... Exactement, un ensemble de choses qui sont parfois très 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 différents. On disait, on ne sait jamais, jusqu'à un moment où on ouvre une exposition. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'éléments, des paramètres, des composites, des créations qui font que... Et puis, on ne peut pas les faire, bien évidemment, tout seul. Et je pense qu'une des valeurs, d'ailleurs, du KIF, par ailleurs, et de ce type d'événements, c'est cette mise en réseau, c'est cette décloisonnement. On travaille toujours avec des partenaires. Donc ça, c'était Pompéi. C'est Pompéi qui est aujourd'hui donc voué à voyager. Notre prochain projet... Alors, il y a une question importante, excuse-moi de t'interrompre. Voyager, ça voudrait dire qu'il y ait des formats, parce que les films, ils voyagent, parce qu'il y a déjà des salles, il y a des écrans. C'est pour ça que la question, qui était la question précédente, que la distribution se pose, Pompéi peut s'adapter dans tous les lieux, ou est-ce qu'il y a... Quand vous l'avez pensé en disant, elle va voyager, ou bon, c'était comme d'habitude, une fois qu'elle est pliée à Paris, on oublie. Alors, on l'a fait déjà en pensant à ça. Comme je disais, c'est un proof of concept. Et d'ailleurs, on va continuer à apprendre comment pouvoir produire pour faire plus facilement voyager. Mais c'est déjà... Pompéi, on a besoin d'un carré blanc, grosso modo. Bon, ça, c'était un gros carré blanc avec un hauteur sous plafond. Ouais. Mais au-delà de ça, on n'a pas besoin de grandes choses. Après, on a besoin, bien évidemment, des vidéoprojecteurs, des cimaises, etc. En tout cas, ce type de format, et encore venant d'où on vient, qui est exposition beaux-arts et patrimoine, où il est de plus en plus difficile de faire voyager les artefacts, les œuvres, avec des coûts qui sont de plus en plus importants. Les assurances, les transports, c'est pas durable. Ce n'est pas des clones numériques, mais l'exposition numérique pourrait et devrait voyager plus facilement. Et cette question donc des formats est au cœur de la démarche, et on verra, et ça c'est une conviction qu'on porte, qu'il y aura à un moment donné une sorte donc de standardisation. Il y aura une standardisation, il y aura une industrialisation donc de différentes typologies. Encore une fois, on parle donc des formats qui sont des formats complexes, composites. C'est pas simplement une projection. Un tanker que tu amènes avec et tu livres. Exactement. Il y a toujours, et je pense que c'est fait partie de ça, mais il y aura une sorte de standardisation qui permettra de ce type de contenu de voyager encore plus facilement. Bon, voilà, rapidement, pour aller, je veux dire,
prochaine, dans cette notion-là, donc des travails en réseau avec des partenaires, donc avec le Louvre, qu'on est en train donc de produire une exposition sur la Joconde. Justement, la Joconde, une œuvre emblématique qui ne voyage plus. Hein. Enfin, vous vous rappelez, on n'est même pas descendu du Louvre pour différentes raisons. Et donc, partager à la fois les émotions, l'histoire qu'on peut avoir autour de cette œuvre sera au cœur de cette prochaine exposition. Et peut-être la prochaine, parce que c'est une des premières fois dont je parle, hein, je vous le donne un scoop. Toi, tu peux donner des scoops. Voilà, scoop, c'est des petits scoops. Mais c'est des scoops. Stéphane Millière ne pouvait pas raconter ce qu'il allait faire. Fabien Baratti non plus. Toi, tu es libre. Libre, je suis. Directeur général. Mais en tout cas, une de nos prochaines expositions, hein, elle sera autour de Venise, avec Iconem, dans un nouveau donc, dispositif. Hein. On a passé l'été dernier en numérisant la ville, en collaboration. Alors ça, juste parce que Iconem, c'est une société assez remarquable, donc qui a d'abord un savoir-faire de photogrammétrie, et qui a, après ce qu'ils ont fait, notamment en Syrie, quand ils ont ressorti les photos des monuments que Daesh avait détruits. Les photos et les objets 3D, hein, les objets 3D, les modélisations 3D. A développé cette spécialisation. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez modélisé Venise avec eux ? Oui, donc donc avec des manières très rares, on a eu, parce qu'on est en collaboration, en partenariat avec le musée de la ville, avec la préfecture de Venise, qui est plus compliquée que la préfecture de Paris. On a pu numériser la ville, pas la ville de manière entière, mais en tout cas des monuments centraux. Il y a un jumeau numérique, quelque chose qui ressemble à un jumeau. C'est ça que ça pourrait. Et derrière, aujourd'hui, notre enjeu, et ça, vous verrez dans un an, ce sera vraiment de raconter cette histoire de la ville sortie de la mer, et Venise vraiment comme plateau des théâtres, les théâtres du monde, hein, sur des pilotis en lien très étroit avec la mer. Donc, je dis ça pour simplement revenir à cette question donc, des travails toujours en collaboration, en écosystème. Le projet, il est en cours, donc je n'ai pas noté, et je n'ai pas encore tous les participants qu'on est en train de fédérer autour de ce type de projets. Et peut-être simplement, avant de dire un mot justement sur la méthode, c'est une équation. De faire une équation mathématique, non. Voilà. Simplement essayer de résumer un peu la démarche structurant qui nous permet aujourd'hui de faire ça, hein, donc aidé par l'appel à manifestation d'intérêt du ministère de la Culture, qui l'a vu comme, de manière générale, hein, cette importance d'innovation, qui a fait écho, qui a trouvé dans les PIA 3 dont a parlé Maud, un vrai banque d'investissement, mais un banque d'investissement public. Hein. Et ça, c'est très important pour ce type d'innovation qui nécessite du temps. Hein. Les rendements, on n'aura pas un rendement dans 2 ans. Non. Donc, c'est un investissement qui est à moyen terme, enfin, je dirais à long terme. Donc, il y a une prise de risque. Néanmoins, c'est un investissement. Hein. C'est pas ni la subvention ni de la bénévolat. Hein. Mais ça donne un horizon. Associé avec ARMN Grand Palais, qui est un EPIC, donc qui est un établissement public industriel et commercial, qui peut agir et donc créer donc des filiales en trouvant, parce que ça c'était une des critères du PIA, un investisseur privé. C'est très important dans ce sens. Donc, PIA, c'est le plan d'investissement d'avenir dont parlait Maud Franca, de la Caisse des dépôts. Tout à fait. Et une des critères, c'était de s'associer avec un investisseur privé. Et Vinci Immobilier a voulu nous joindre. Alors, qu'est-ce que Vinci vient faire dans cette histoire ? Ils ne sont pas opérateurs de musées, ils font des autoroutes, ils font... Vinci Immobilier, c'est un aménageur urbain. Et là-dessus, on s'est rencontrés sur cette vision stratégique dont on parle, qui est la question donc, des formats et d'équipements. On s'est dit que dans les prochaines années, enfin, ce n'est pas pour, je dirais, demain, mais pour après-demain probablement, l'aménagement urbain
aura des lieux dédiés à l'expérience immersive. Comme il y a aujourd'hui des stades, demain il y aura ou des cinémas. Comme les salles de cinéma du XXe siècle, il y aura donc des espaces qui vont être dédiés à ce type d'expériences. Et donc, du point de vue d'un ménageur, même si ce n'est pas pour, je dirais, pour tout de suite, il y a une vision stratégique qui fait que ça fait sens d'être un peu aux premières loges pour cette Oui, parce que c'est leur métier finalement de faire des systèmes où il y a de l'exploitation avec des péages, avec des billets, avec... Oui, ça fait partie de leur, je dirais, de leur propre écosystème. Walid Ben Youssef, qui était hier, qui animait le débat, nous a plusieurs fois dit qu'effectivement des murs dans lesquels il se passe des événements, que ce soit des appartements ou des villes dans lesquelles les événements ont plus de valeur, ou prennent de la valeur quand il y a un événement. Donc on comprend que Vinci, à long terme, se dise que d'avoir dans des espaces publics des événements culturels, ça fait la valeur de la circulation et la valeur du lieu. Donc c'est vraiment un investissement stratégique. Ça fait partie de l'aménagement des territoires, c'est d'avoir ça. Et ça a donné donc un palais immersif qui, comme on le disait tout à l'heure, c'est dans un sens un filiale, mettre une boîte qui doit gagner de l'argent à un moment donné. Qui doit gagner de l'argent et les faire monter à ses actionnaires. Mais comme on y croit qu'il y a un modèle, comme on a dit tout à l'heure, on a pu fédérer ces investissements. Merci d'avoir partagé avec nous cette structuration.